Bonjour, c'est Réa pour la Voix du Soignant. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu tôt dans la matinée. Je vais aller à la première journée scientifique de santé environnementale sur Bordeaux et j'avais envie de vous amener pour vous montrer un petit peu sur quoi on va bosser aujourd'hui. Ça va être super intéressant, je pense. C'est la première journée scientifique d'Aquitaine à ce sujet, donc je vous emmène avec moi. C'est parti. Donc ça y est, je suis enfin arrivée. Voilà, je suis enfin arrivée, je suis vraiment contente d'être arrivée. Un petit peu plus vite que prévu, pour le coup, je suis pile à l'heure. Donc ça va se passer visiblement là-dedans. L'action qui est compliquée parce que le modèle économique est un modèle qui n'est pas forcément simple. Donc on l'initie et je pense que... Donc nous voilà à mi-journée, mi-parcours du combattant, j'ai envie de vous dire, parce que là c'était hyper dense sur la matinée. On a eu 5 intervenants de 9h30 à midi, en oubliant ceux qui nous ont fait le mot d'accueil et tout. Donc c'est hyper dense, c'est scientifique, avec l'ambiance scientifique, j'ai envie de vous dire. Donc ça se caractérise un peu par des contenus pas forcément hyper pointus, hein, mais où en gros il faut attendre qu'on soit sûr que les choses aient un effet, un impact négatif sur la santé avant que ça soit étiqueté comme problématique pour la santé. On espère que ça ne sera pas aussi long pour l'amiante. Mais voilà, c'est tout pour le moment. Et puis on se retrouve tout à l'heure à la sortie de la super après-midi qui m'attend. À tout à l'heure. Fine, en France, les principales ressources, c'est, vous voyez, c'est résidentiel, tertiaire, l'industrie dans 32% des cas, et les transports routiers dans 14% des cas. Et sur les particules fines, pour qu'on ait un peu de notion, ceux qui n'ont pas l'habitude, dans l'Union européenne, on estime que ça serait bien d'être exposé qu'à 20 microgrammes par mètre cube. Le Grenelle de l'environnement souhaite arriver à 15 microgrammes, et l'OMS, on est plutôt à 10 microgrammes, et celles qui sont surtout étudiées, c'est les PM 2,5. Donc il y a une étude, parmi toutes les études qui ont été faites, il y a une méta-analyse qui a poolé les résultats de 18 études qui en fait donnent des résultats sur 3 millions de femmes exposées, vous voyez, entre 1996 et 2008, et qui retrouve que globalement, quand vous avez été exposé tout au long de votre grossesse, en fait, vous retrouvez une augmentation de risque de prématurité dans cette population. Et ça, c'est vrai quand vous êtes exposé au premier trimestre, au deuxième trimestre, et aussi au troisième trimestre, et en particulier tout au long de la grossesse. Donc tous les résultats vont dans le même sens, sur une augmentation de la prématurité. Alors le programme, quel est-il concrètement? Alors au départ c'était le programme initié par la mutualité française appelé Ma Maison, Mon Environnement Santé, qui a gardé du coup ce nom, mais le programme a évolué bien entendu dans le cadre du dispositif Disprose. C'est un programme composé de 3 ateliers pratiques, un sur la qualité de l'air, un sur les produits de soins corporels et un sur l'alimentation. Donc vous voyez une image très concrète de ce qui peut se dérouler dans ces ateliers, avec une démarche participative autour de l'animatrice, mais donnant vraiment beaucoup la parole aux femmes enceintes et à leur représentation sur ces différents objets d'exposition. Donc dans ces ateliers devait absolument évidemment être abordée la question des perturbateurs endocriniens dans le cadre de l'étude Préved. Et dans ces ateliers, nous avons vraiment réfléchi à ce qu'on appelle la health literacy, c'est-à-dire à la façon d'amener les messages d'une manière extrêmement facile, claire et je dirais comme si on parlait à un enfant de 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, on va le voir dans les premiers résultats que l'on a mis en évidence, c'est vrai que l'information sur les perturbateurs endocriniens, rien que le terme, on en a parlé ce matin, est très complexe et il y a un certain nombre de femmes que l'on perd en cours de route du fait de ce langage un peu compliqué. Ce programme visait également à développer ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire la capacité d'agir de chacun, développer l'esprit critique pour vraiment que les femmes fassent des choix éclairés en fonction évidemment de leur contexte de vie.
les femmes, mais également leur enfant. Nous tenions absolument à ce que leurs proches puissent être associés à cette réflexion, dans la mesure où les choix de vie, de consommation de la famille ne dépendent pas évidemment que de la femme enceinte. Pour tenter de répondre quand même à la question, parce que c'est pas si clair, sur les malformations. Alors je ne vais pas dévoiler le topo de Julie qui va suivre. Ce qui est connu dans les malformations cardiaques, effectivement, c'est essentiellement, et ça a été un petit peu évoqué sur une diapo, une régulation par des longs ARN non codants qui interviennent sur ces mécanismes épigénétiques. J'ai juste mis 2 dias issus d'un article de collègues qui montrent qu'effectivement, vous voyez, certaines de ces malformations cardiaques, on a des marqueurs épigénétiques comme des différences d'expression de certains ARN non codants qui vont intervenir sur l'expression de certains gènes et donc pouvoir, dans certains cas, effectivement, entraîner des malformations cardiaques. C'est la même chose pour les malformations des voies urinaires et du rein, ce qu'on appelle maintenant les CACUT, pour Congenital Abnormality of Kidney and Urinary Tract, c'est-à-dire les anomalies des voies urinaires et des reins. Hein. Donc c'est extrêmement varié comme type de malformation, ça va de la génialité rénale, aux hydronéphroses, aux dilatations pyélo-canicielles, etc. Et vous voyez qu'il y a cette revue, par exemple, qui explique clairement qu'on a certaines malformations des voies urinaires qui sont clairement liées à des problèmes de méthylation de l'ADN ou des histones, ou bien à ce problème d'acétylation des histones dont je vous parlais. Dernier exemple sur les malformations, c'est les malformations artério-veineuses cérébrales, dans lesquelles il est également identifié ou supposé du moins des mécanismes épigénétiques qui pourraient intervenir, vous voyez, par ces anomalies de méthylation et d'acétylation qui pourraient altérer l'hémodynamique locale des vaisseaux sanguins et donc moduler l'expression de ces gènes qui vont être associés donc, aux malformations artério-veineuses. Merci beaucoup. Par rapport au message et à la proposition qui vient d'être faite de coordination, moi j'ai écouté le colloque des Académies des sciences de médecine et de pharmacie de novembre 2016. Alors je suis profane, je suis chercheuse au CNRS, mais pas en sciences dures, je suis en SHS. Il me semblait que les recommandations, elles étaient très claires et très explicites pour les populations dites vulnérables, femmes enceintes, petite enfance, ce qui inclut aussi les petites sections de maternelle, les très petites sections. Pas d'exposition inutile ou intempestive au plastique et à d'éventuelles sources de perturbations endocriniennes. Donc, pour revenir à la vaisselle en plastique, effectivement, ça semble aller dans le sens de ces recommandations scientifiques que de réduire ou en tout cas de retirer ce genre de produits de la restauration collective pour la petite enfance. Voilà. Oui, toujours Jean-François Narbonne, donc professeur de toxicologie. J'ai été le conseiller pour les parents d'élèves sur les plastiques. Donc le problème était aussi que les assiettes servaient pendant 10 ans et non pas conformément aux recommandations de l'ANSES pendant 2 ans, et surtout qu'elles passaient dans les lavages très drastiques. On n'avait pas non plus changé le lavage. Or, le lavage est une part importante. Et d'ailleurs, bizarrement, dans les premiers résultats, on a retrouvé du relargage de bisphénol A, ce qui est complètement bizarre, puisque normalement, il n'y en a pas. Voilà, donc les résultats, et on a trouvé des effets anti-androgènes, bon, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait des risques. Alors, comme l'a dit Luc, le terme de perturbateur endocrinien ne veut rien dire en termes de, par contre, il est utilisé en termes de communication. Alors, il faut faire des recherches scientifiques. Moi, ça fait 30 ans que je travaille en particulier sur les PCB, qui sont les plus gros perturbateurs endocriniens qui aient jamais existé. Et donc, c'est de la recherche, mais c'est pas des trucs. Or, il se trouve aussi que si on veut avoir de l'argent, dans les organismes de recherche, il faut parler des perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est dramatique. On a vu l'INSERM récemment, sur les résultats des neurocomportementaux, faire de la pub disproportionnée par rapport aux résultats de l'étude pour avoir de l'argent. Moi, mes copains de l'INRA, Toxanim à Toulouse, qui travaillaient sur le bisphénol A, n'ont jamais eu autant d'argent que depuis qu'ils ont commencé à travailler sur le bisphénol A. Quand on a parlé des cocktails, on a eu de l'argent avec Ecophyto, parce qu'on a parlé des cocktails de pesticides. Or, dans l'alimentation, on a des cocktails avec des autres choses, des métaux lourds et tout ça. Mais là, il n'y a pas d'argent pour travailler parce que c'est pas médiatique. Le problème aujourd'hui, c'est que ce terme est devenu médiatique et tout le monde est à la recherche et c'est comme ça qu'on a l'argent. Je peux vous dire qu'en 86,
1986. J'ai fait les premiers dosages sur le liquide amniotique ici à Bordeaux. Et l'appareil a été bloqué, notre appareil analytique HPC a été bloqué par les phtalates. Il y avait tellement de phtalates en liquide amniotique à l'époque où on bouffait du lait en tétrapac que ça a bloqué l'appareil. Bon, j'ai demandé ici, il y a 20 ans, 2 fois des recherches pour travailler sur les contaminations, ce qu'on n'appelait pas perturbateurs endocriniens, dans le liquide amniotique en coopération avec la maternité. On nous a dit que ça n'intéressait personne et qu'il n'y avait pas d'argent. Donc en fait, les malformations cardiaques congénitales, donc les cardiologues, on aime bien être en général les plus forts, donc ça tombe bien parce que les malformations cardiaques congénitales, c'est la malformation, enfin l'anomalie congénitale la plus fréquente. Donc si on pouvait retenir un chiffre à peu près parlant, ce serait 1% des naissances vivantes. En fait, c'est un petit peu moins. On pense que c'est plutôt entre 7 à 9 pour 1000 naissances vivantes. Un tiers de ces malformations sont dites critiques. Ça veut dire que les enfants, en fait, naissent avec une pathologie qui nécessite une intervention de chirurgie cathétérisme dans les premières semaines de vie, sans quoi, en fait, les enfants décèdent. Donc, ça reste quand même une pathologie qui a une cause de mortalité néonatale qui est quand même assez élevée. Et quoi qu'il arrive, en fait, plus de 50%, plus de la moitié de ces enfants auront une chirurgie majeure avant l'âge d'1 an. Mais, en fait, aujourd'hui, grâce au progrès considérable de la chirurgie de la réanimation, 85% des enfants atteignent l'âge adulte, et même pour les cardiopathies les plus sévères. La notion de ce que j'ai compris, de cet axe cœur-placenta, et en fait, ce qu'il est dit, c'est qu'il y a quand même une notion d'environnement maternel. En fait, on pensait que c'était plutôt chez le fœtus, mais en fait, il y a un environnement maternel qui va prédisposer à ces anomalies ensuite dans la voie du folate, dans les signaux, etc. Et donc, vraiment, je crois que moi, c'est ce que j'ai retenu comme message. Alors, juste une petite remarque de biologiste de la reproduction. On a eu les mêmes réflexes avec Jeanne. Eh bien, en fait, 2-3 mois, c'est le temps de la spermatogénèse, puisque un spermatozoïde, il faut une 60aine de jours pour être fabriqué entre l'agonie et le zoïde, et 12 jours de transit épididymère. L'ovocyte, bon, depuis la naissance, d'être stimulé, mais ceci dit, il part en folliculogénèse, pas forcément le cycle où il est fécondé. Il perd bien avant. Donc, tous les facteurs qui peuvent influencer cette période, forcément retentiront sur le développement embryonnaire précoce. C'est la faute des hommes, je veux dire. Non, mais ce qui est sûr, c'est ce que je dis. C'est bon, ça. Oui, voilà. Voilà. Donc, quelque part. Mais je suis d'accord que les hommes ont une part importante aussi. Non, mais c'est sûr que les modifications épigénétiques, maintenant, là, la mode, c'est au niveau de la spermatogénèse, au niveau des hommes, on a tellement culpabilisé les femmes. Et tu as raison. On peut quand même dire que les premières étapes du développement de l'embryon, de division cellulaire, sont sous le contrôle de gènes maternels, initialement. Donc c'est l'empreinte sur le génome maternel qui intervient au tout début de ces phases de division, de gastrulation. Alors moi j'avais une question par rapport justement à cette transmission de modifications épigénétiques. Pour le distilbène, si c'est le fœtus féminin qui a été exposé, quand elle a des garçons, ils sont plus à risque de certaines anomalies. Si c'est un fœtus masculin. Hello tout le monde, c'est la fin de la journée, j'ai une tête gros comme un camion. Ça se voit pas là, mais je vous jure qu'à l'intérieur c'est prêt à exploser quoi. Donc c'était une très très bonne journée. Au final l'après-midi était beaucoup plus pratico-pratique, je dirais, même s'il y avait des trucs très pointus comme l'épigénétique ou des choses comme ça. C'était quand même très je dirais on allait au cœur des choses là pour le coup, sur ce qu'on met en place en prévention, sur ce qu'on se décide de faire par rapport à tous ces risques multipliés, multifactoriels et vraiment environnemental d'une manière que on l'a jamais regardé avant. C'était vraiment très très intéressant d'avoir ces chiffres qui sont quand même
Alors, il faut pas s'affoler non plus, hein, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui interpellent, parce qu'on se dit que un élément plus un élément plus un autre élément, voilà, qui serait un facteur dangereux par rapport au développement de l'enfant, au développement du fœtus, etc. Oui, ça c'est clair que là, il y a des choses, bon bah voilà, on peut pas tergiverser 30 000 ans et dire que ça n'existe pas ou faire comme si, même si ce matin il y avait quelques personnes qui étaient un peu en mode oui mais on va rester dans notre zone confort, un petit peu dans ce qu'on fait déjà qu'on a un peu de mal à y arriver, alors si maintenant il faut qu'on rajoute la santé environnementale, je caricature, mais franchement il y avait des intervenants qui étaient un peu dans cette mentalité là. Mais ce qui était hyper intéressant du coup de noter, c'était que les femmes étaient beaucoup plus, comment je dirais, beaucoup plus investies, elles allaient directement beaucoup plus loin, elles partaient du postulat qu'il fallait quand même faire attention et que ça leur paraissait être une évidence que l'environnement a forcément un impact sur la femme enceinte, et le développement du fœtus et le développement de l'enfant quand il va évoluer, grandir. Donc ça c'était assez cocasse de se rendre compte à quel point tout ce qui est pratique, tout ce qui est prévention, c'est vrai qu'il en va plus de la santé des femmes par rapport à ça, puisqu'on a parlé quand même de prématurité avec les risques que cela comporte pour l'enfant autant que pour la mère. On a parlé de malformations cardiaques, congénitales, on a parlé de beaucoup de choses, de fertilité notamment et de fécondabilité. Voilà, c'est vrai que moi, vraiment, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ces chiffres avancés qui sont, on va dire, avancés avec énormément de prudence le matin en disant, bon, on va pas arrêter les choses parce qu'on soupçonne que... C'est pour ça que je faisais la réflexion par rapport à l'amiante, vous voyez, par rapport au fait, oui, on va attendre que ça soit bien prouvé pour dire, maintenant on fait attention. Le principe de précaution, il existe et il est quand même pas à négliger quand il va de la vie de nos progénitures. Et c'est vrai que ça, je pense que les femmes y sont d'office forcément plus sensibles. Mais du coup, c'était vraiment intéressant de noter ça. Donc, je trouvais qu'elles étaient hyper pertinentes quand elles ont dû faire face à ces remarques-là. Et je trouvais que l'après-midi, en fait, il y a un truc qui s'est débloqué en mode chacun a un... Enfin voilà, il y avait différents gynéco-obstétriciens, il y avait des sages-femmes, il y avait plein d'intervenants. Et c'était intéressant parce que l'après-midi, chacun a plus ou moins... alors chacun... On était quand même, je pense, facilement 150, donc on n'a pas tous pris la parole très loin de là. Mais il y a des personnes qui, du coup, ont ouvert un petit peu certains sujets en disant, bon, voilà, c'est un petit peu... J'avais l'impression, des fois, on levait des tabous, des choses qui n'ont jamais été dites. Et je trouvais vraiment intéressant que ça sorte là, parce que ça avait le mérite d'alerter et de donner un peu plus de profondeur et d'aider à la prise de conscience les personnes qui étaient présentes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, n'avaient pas forcément cette sensibilité par rapport à la santé environnementale. Donc voilà, donc globalement, je pense une bonne journée avec une matinée un peu plus mitigée, un peu plus lourde aussi dans la façon d'être peut-être présentée. Mais l'après-midi a vraiment été beaucoup plus dynamique, paradoxalement, post-digestion, post-prandial, on était nickel, voilà. Donc comme quoi des fois on a été super bien accueillis par le CHU de Xavier Arnozan, donc ça c'était vraiment très positif. J'ai retrouvé quelques acteurs, actrices qui travaillent avec moi sur ces domaines de santé environnementale de la petite enfance. Du coup c'était bien parce que j'étais pas toute seule. Il y a forcément des choses qui vont naître dans le futur par rapport à tout ça. Donc c'est hyper positif tout ça. J'espère que j'aurai l'occasion de vous refaire des petits vlogs comme ça ou des vidéos sur la santé environnementale parce que je pense que c'est fondamental. Et d'éveiller un petit peu les consciences sur ces sujets-là, sans tomber dans la paranoïa, parce que c'est vraiment pas le but. Mais ce qui était intéressant justement sur l'une des dernières interventions qui parlait d'épigénétique, c'est de dire que tout comportement changé
va vraiment avoir un impact direct sur le terrain génétique. Enfin, du moins, on peut avoir un espèce de retour sur investissement dans les changements qu'on peut mettre en place chez soi ou au travail, ou parce qu'il y a un impact au travail assez impressionnant, en fait, on se rend pas compte. Et du coup, vraiment, moi, voilà, je pense que tout ça, ça va être amené à être bien développé dans les mois, les années qui vont suivre, avec les réticents et puis ceux qui sont déjà bien lancés dans le mouvement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère qu'on va se retrouver bien vite, hein, normalement mercredi prochain, hein, comme d'habitude, pour une petite vidéo comme on les aime. Voilà, je vous invite à, si c'est pas déjà fait, à me suivre sur ma page Facebook La Voix du Soignant, aller sur YouTube voir mes anciennes vidéos et puis aller sur WordPress, La Voix du Soignant WordPress.com, où il y a tout plein de petits articles très inspirants et très intéressants, sans m'envoyer de fleurs, hein, mais du coup voilà, il y a un premier, on va dire qu'il y a un premier article sur la santé environnementale pour un petit peu l'introduire, et puis vous prévenir qu'en fait je risque de vous en reparler quelques fois, puisque ça participe aussi au prendre soin de soi, même si on se rend pas bien compte parce que toutes ces choses-là sont un petit peu invisibles. Donc voilà, j'espère que je pourrai vous partager ça aussi. Allez, je vous dis à très bientôt, en espérant que ce vlog ne fera pas 40 minutes. Et d'ici là, prenez grand soin de vous-même. Bye!